Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va parler de trois sujets importants. Le premier s'agit de la conférence d'El Azhar qui s'est tenue au Caire et qui a pris fin aujourd'hui. Le deuxième sujet, c'est l'Afrique dans l'agenda égyptien. Et le troisième sujet, c'est pas loin, mais puisque c'est le rôle de l'Égypte au sein de l'Union africaine. On commence avec la conférence d'El Azhar qui s'est conclue par un ensemble de recommandations et de messages clés visant à promouvoir la dignité humanitaire, la justice sociale et la paix durable. Les travaux de la conférence ont mis en lumière le rôle central des valeurs religieuses et humanistes dans la construction des sociétés stables, inclusives et capables de relever les défis contemporains, notamment en matière des droits de femmes et de développement durable. Les participants à la conférence d'El Azhar ont souligné la nécessité de renforcer la protection des droits fondamentaux, en particulier ceux des femmes, en tant que pilier essentiel de la stabilité sociale. Parmi les recommandations majeures figure la promotion d'une interprétation éclairée et équilibrée des textes religieux, garantissant la dignité, l'égalité et la participation active des femmes dans tous les domaines de la vie. Le soutien aux politiques éducatives et culturelles favorisant la sensibilisation aux droits des femmes et à leur rôle dans le développement des sociétés. Le renforcement de la coopération entre les institutions religieuses, éducatives et civiles afin de lutter contre toutes les formes de discrimination, de violence et d'exclusion. La conférence a adressé des messages clairs à la communauté internationale, l'appelant à assumer ses responsabilités morales et juridiques dans la défense des droits humains. Al-Azhar a insisté sur l'importance du dialogue interculturel et interreligieux comme moyen de prévenir les conflits et de promouvoir la coexistence pacifique. Elle a également exhorté les organisations internationales et les États à soutenir les initiatives visant à autonomiser les femmes, considérées comme des partenaires essentiels dans la consolidation de la paix et du développement. Les débats ont mis en évidence le lien étroit entre le respect des droits des femmes, la stabilité des sociétés et la réalisation du développement durable. Garantir l'accès des femmes à l'éducation, à la santé, au travail décent et à la prise de décision contribue directement à réduire la pauvreté, à renforcer la cohésion sociale et à assurer une croissance équilibrée. La conférence a affirmé que toute stratégie de développement durable ne peut réussir sans une participation pleine et effective des femmes dans un cadre respectueux de leur dignité et de leurs droits. La conférence d'El Azhar a réaffirmé que la promotion des droits des femmes n'est pas seulement une exigence éthique, mais aussi une condition indispensable pour la stabilité sociale et le développement durable. Les recommandations finales appellent à une action collective au niveau local et international afin de traduire ces principes en politique concrète au service de l'humanité tout entière. Alors la conférence d'El Azhar s'est conclue par un ensemble de recommandations et de messages clés visant à promouvoir la dignité humaine, la justice sociale et la paix durable. Pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Menna Arif. Vous êtes professeur d'économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, premièrement, quelle est selon vous la principale portée de la conférence d'El Azhar? En fait, les principaux points du discours du Premier ministre Moustapha Madbouli lors de la conférence, en nom de son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi, lors de la séance d'ouverture de la conférence intitulée La valorisation du discours religieux et médiatique et son impact sur la protection et la promotion des droits de femmes dans les pays de l'organisation de la coopération islamique. Et en fait, il a insisté sur le fait que l'organisation des femmes n'est plus seulement une question sociale,
mais qu'elle est devenue une nécessité de développement économique, ainsi qu'un moteur essentiel de la croissance durable, de renforcement de la compétitivité des États. Il a aussi expliqué que l'augmentation de la participation des femmes conduit à la croissance des la magnétisation de la productivité de l'économie, l'allègement de l'assiette fiscale, le renforcement de la capacité de l'État à faire face aux défis économiques. Il a aussi affirmé que la femme n'est pas une catégorie ayant besoin de son soutien autant qu'elle est humaine, représentante, représentant la moitié de la société et contribuant à l'éducation et la construction de l'autre moitié. Il a souligné que les législations seules ne suffisent pas et que la réussite des politiques d'autonomisation des femmes nécessite un environnement culturel et social favorable, ce qui met l'évidence le rôle du discours religieux et médiatique. Et il a aussi salué l'approche de son immense second et même révélation concernant le renouvellement du discours religieux et médiatique de manière à promouvoir les valeurs du travail et du savoir et à présenter la femme comme un partenaire à part entière du développement. Il a appelé les médias à porter un discours mettant en lumière la femme modèle, productive et créative afin qu'elle serve d'exemple positif pour les nouvelles générations. Il a confirmé aussi que l'autonomisation économique des femmes constitue un axe central des politiques publiques, notamment à travers les PME, l'inclusion financière numérique, l'intégration des femmes dans l'économie formelle. Il a aussi souligné qu'il n'y a pas de véritable autonomisation sans un environnement sûr, en évoquant le développement des cadres législatifs pour protéger les femmes contre toutes les formes de violence, la mise en place de mécanismes de soutien et de protection. Il a aussi affirmé que l'expérience égyptienne en matière d'autonomisation des femmes au cours des dernières années repose sur la conviction profonde du président Abdel Fattah Sisi que l'autonomisation des femmes est un pilier fondamental de la construction de l'État moderne et du renforcement de l'économie nationale. Parfait. Alors, docteur Menna Arif, je rappelle que vous êtes professeur d'économie. Comment la notion de dignité humaine peut-elle se traduire concrètement dans nos sociétés, à votre avis? En fait, quand il y a une autonomisation de femmes et son rôle dans la société, cela reflète la dignité humaine en Égypte, parce maintenant il y a un soutien sans précédent de l'accès des femmes aux postes de leadership et de prise de décision, l'élargissement de programmes de régulation économique, le renforcement de l'inclusion financière et le développement des gestions passionnantes. Et il a appelé à ce que la conférence serve de feuille de route pour les décideurs et les professionnels des médias afin de formuler un discours responsable, favorisant le respect de la femme et la dignité humaine en général, soutenant sa participation pleine et entièrement au développement. Les valeurs religieuses peuvent-elles réellement contribuer à plus de justice sociale? Oui, il a conclu en réaffirmant que la volonté de l'Égypte de poursuivre sa coopération avec les États membres de l'Organisation de la coopération islamique et de s'appuyer sur les résultats de la conférence dans le cadre de la déclaration du Caire en vue de bâtir des sociétés plus conscientes, plus justes et plus équitables. Alors donc, en quoi ces valeurs peuvent-elles favoriser une paix durable dans le contexte actuel? Oui, c'est sûr, parce que c'est le point qui a réaffirmé par le ministre et durant la conférence. Quels sont les engagements clés de la conférence concernant les droits des femmes? En fait, c'est plus de l'accès des femmes aux postes de leadership et de précision, l'élargissement des programmes de féminisation économique et le renforcement de l'inclusion financière et le développement des institutions pertinentes. Et selon vous, comment concilier tradition religieuse et promotion effective des droits des femmes? Parce que cette conférence serve comme de feuille de route pour les décideurs et les professionnels des médias afin de formuler un discours responsable favorisant le respect de la femme et soutenant sa participation pleine et entière au développement.
Et enfin, quel rôle les institutions religieuses peuvent-elles jouer face aux défis contemporains? En fait, avec des campagnes de sensibilisation, le discours des médias, de souligner cette étape d'autorisation, un environnement sûr pour elles, le développement des cadres religieux pour protéger les femmes. Tout ça, c'est là le rôle des médias et le discours religieux. C'est clair. Je vous remercie beaucoup, docteur Minna. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie. Alors, je passe à un autre sujet concernant l'Afrique, qui est dans l'agenda de la politique étrangère égyptienne. L'Afrique occupe une place centrale dans la politique étrangère de l'Égypte en raison des liens historiques, géographiques, culturels et stratégiques qui unissent l'Égypte au continent africain. Au cours des dernières années, la diplomatie égyptienne a accordé une importance croissante à la consolidation de sa présence africaine, faisant de la profondeur africaine une priorité majeure de son action extérieure. La position géographique de l'Égypte, située au carrefour de l'Afrique et du Moyen-Orient, confère au continent africain une importance particulière dans la définition de ses intérêts nationaux. Le bassin du Nil, en tant que source vitale de l'eau pour l'Égypte, représente un élément clé de la sécurité nationale égyptienne. Ainsi, le renforcement des relations avec les pays africains, en particulier ceux du bassin du Nil, constitue un axe fondamental de la politique étrangère égyptienne. Sur le plan politique et diplomatique, l'Égypte cherche à jouer un rôle actif au sein des institutions africaines, notamment l'Union africaine. La présidence égyptienne de l'Union africaine en 2019 a marqué une étape importante dans le retour fort de l'Égypte sur la scène africaine. Cette dynamique vise à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent, tout en soutenant les solutions africaines aux problèmes africains. Sur le plan économique, l'Afrique représente pour l'Égypte un espace prometteur de coopération et de développement. La politique étrangère égyptienne encourage l'augmentation des échanges commerciaux, des investissements et des projets d'infrastructures avec les pays africains. La dimension sécuritaire occupe également une place importante dans la vision égyptienne de l'Afrique. Face aux défis communs tels que le terrorisme, les conflits armés et la criminalité transfrontalière, l'Égypte œuvre à renforcer la coopération sécuritaire et militaire avec les États africains, notamment par le biais de la formation, du partage d'expertise et de la coordination régionale. La priorité accordée à la profondeur africaine reflète la volonté de l'Égypte de renforcer ses partenariats stratégiques avec les pays du continent, de défendre ses intérêts vitaux et de contribuer activement à la stabilité, à la sécurité et au développement de l'Afrique. Alors donc l'Afrique est dans l'agenda de la politique étrangère égyptienne. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Medhat El Melik, vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors pourquoi l'Afrique est-elle aujourd'hui une priorité centrale de la politique étrangère égyptienne? Je pense que la question elle doit être posée différemment. Pourquoi l'Afrique n'a pas toujours été le centre de la politique extérieure égyptienne? Tout à fait. Malgré que l'Égypte, en tant que pionnier des relations africaines, entre africaines, et à un certain moment, on a été isolé, pour des raisons politiques, de la scène africaine. Et je trouve que ce qui se passe actuellement, c'est le retour de l'Égypte envers ses frères et sœurs en Afrique, et comment est-ce qu'on peut, tous les deux ensemble, coopérer pour une meilleure Afrique, pas seulement pour l'intérêt de l'Égypte, mais pour l'intérêt des pays africains en leur totalité. Et je pense que la politique du président Abdel Fattah el-Sisi, son premier de pouvoir en 2014, a prouvé qu'il donne
un intérêt spécial du continent africain. Plusieurs visites sur le continent a marqué son retour. Oui. Que signifie concrètement la notion de profondeur africaine pour l'Égypte? Alors, ce qui signifie, c'est tout simplement, c'est le retour aux racines de les pays africains durant l'indépendance de ces pays africains en 1960 et les années qui ont suivi, et comment le président Nasser à ce moment-là a accordé une très grande importance. Pour nous, l'Afrique, c'est la profondeur stratégique de l'Égypte, c'est le retour aux racines qui doivent être toujours présentes dans les relations internationales de l'Égypte et le poids que représente l'Égypte pour les pays africains envers le monde extérieur. Je veux dire que l'Égypte a été le porte-parole du continent africain envers que ce soit les pays occidentaux d'un côté ou même les organisations internationales de l'autre côté, étant donné l'histoire riche de l'Égypte dans ces domaines. Alors d'ici vient l'importance de l'Égypte pour les pays africains qui a été toujours marquée par le respect des pays africains pour l'Égypte, pour ce rôle important qu'elle joue. Ça me mène à une question, comment ou à quel point l'Égypte a contribué et aidé les pays africains à l'indépendance et à la libération des colonisations? Alors là, c'est un grand chapitre dont on peut parler. Alors premièrement, l'Égypte avait toujours la porte ouverte pour tous les mouvements de résistance africaine qui ont trouvé en Égypte un refuge pour pouvoir coordonner leurs actions pour obtenir leur indépendance. Comment est-ce que l'Égypte n'a pas épargné des efforts, ni même des ressources économiques pour aider ces mouvements de libération africaine? Comment est-ce qu'on a pu aussi entraîner les cadres africains, que ce soit les cadres militaires ou autres, en Égypte pour pouvoir prendre le pouvoir dans leur propre pays? Et aussi dans le domaine économique, comment est-ce qu'on a pu aussi renforcer les capacités africaines? C'est une question qui continue jusqu'aujourd'hui avec l'aide du ministère des Affaires étrangères, avec un département spécialisé pour renforcer les capacités africaines dans tous les domaines, que ce soit militaire ou celle de la police ou même dans tous les domaines civils de la civilisation dont on a besoin dans tous les pays africains. Et maintenant, je pense avec les étapes prises par le gouvernement égyptien et aussi le secteur privé de l'Égypte, on commence de plus en plus à renforcer les relations bilatérales économiques avec les pays africains de plus en plus. Et je pense que c'est une étape très importante parce que le secteur privé doit aussi jouer un rôle très important en fortifiant ces relations très stratégiques pour l'Égypte et pour les pays africains. Oui. Vous avez mentionné quand même le secteur privé, la coopération entre l'Égypte et les pays africains. Alors, à votre avis, quels sont les secteurs clés de la coopération entre l'Égypte et les pays africains, surtout avec un monde de technologie, un monde vert, voilà. Alors, il y en a plusieurs domaines. Alors, le domaine, je pense, le plus important, c'est le domaine de l'agriculture, et que l'Afrique, qui peut, je pense, faire donner à manger à pratiquement tout le monde, avec des terrains énormes qui sont prêts à être cultivés d'un côté, avec l'expertise des Égyptiens, on peut aider. D'ailleurs, le secteur privé est en train de faire ça dans plusieurs pays d'Afrique pour aider à augmenter les produits, la production agricole d'un côté, et même à trouver de nouveaux produits agricoles à cultiver. Ça, c'est d'un côté. Un deuxième côté, c'est certainement le manque de technologie que vous avez mentionné. Alors là, l'Égypte, qui est un pionnier dans ce domaine, essaye aussi de coopérer avec les pays africains pour comment est-ce qu'on peut
aider les pays africains à commencer des étapes fructueuses dans le domaine de l'énergie renouvelable. Exactement. Et comment est-ce qu'on peut aussi aider dans le secteur médical, dans le secteur administratif. Il y a plein de secteurs, je peux en mentionner des dizaines. Mais ce que je veux dire, que la question, c'est pas seulement ce qu'on peut faire ou ce qu'on veut faire, mais c'est plutôt les demandes des pays africains. Et je parle ici d'une expérience avec quelques pays africains que j'ai visités. Alors, ils ont des demandes spéciales dans certains domaines et que nous, on essaye de notre côté d'essayer d'alimenter ces besoins avec les expertises égyptiennes qu'on a. Et heureusement, l'Égypte, on a des experts dans tous les domaines pratiquement que dans l'Afrique on a besoin. La question est très importante pour le public, qu'on doit comprendre que les pays africains n'ont pas tous les mêmes besoins. C'est pas tous les pays africains qui ont une seule demande. Je parle de l'Afrique subsaharienne. Elles ne sont pas, tous les pays ne sont pas les mêmes. Il y a des besoins spécifiques à chaque pays. Et que nous, en tant qu'un pays majeur, un pays grand frère, comme on nous appelle toujours, on a l'expertise suffisante pour pouvoir aider et coopérer dans tous ces domaines qui sont demandés. Il suffit simplement au secteur privé de visiter les pays africains pour voir les besoins, et j'en suis sûr qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut vraiment coopérer. Parfait. Il y a une grande partie de l'Afrique qui souffre de la désertification due au changement climatique. Comment l'Égypte pourrait contribuer à faire face à ce phénomène et résoudre ces problèmes de ces pays africains? Alors là, il faut mentionner pas seulement les expertises égyptiennes, mais l'Égypte comme un point clé entre les organisations internationales pour combattre le changement climatique et les pays africains, étant donné que l'Égypte peut faire un transfert de technologie pour essayer d'arrêter ces agressions désertiques, si je peux utiliser le mot, contre les pays arides africains qui doivent être cultivés. Et je pense que avec l'aide des organisations internationales concernées par ce problème, on peut toujours aider les pays africains, sans mentionner certainement que l'Égypte elle-même souffre de problèmes pareils, mais nous, on a gagné de terrain agricole, comme vous l'avez vu, on a pu agrandir notre terrain agricole et combattre le désert pour le cultiver avec des produits qui sont décernés spécialement pour les terrains désertiques qui ont besoin de certains systèmes d'irrigation et autres pour pouvoir cultiver. Alors il y a des solutions pour cela. Certainement, on a besoin des organisations internationales parce que cela quand même a besoin de financement et c'est un des grands problèmes pour pouvoir aider et coopérer avec l'Afrique, c'est le problème des financements. Mais il y a certainement aussi, comme vous le savez, il y a des organisations internationales, des organisations économiques et financières internationales et africaines qui peuvent contribuer pour pouvoir aider à ce qu'on peut combattre ensemble ce changement climatique et cette agression désertique, comme je viens de le préciser. Oui. Sur un autre plan, quels sont les principaux défis auxquels la diplomatie égyptienne fait face en Afrique? Alors, en ce qui concerne le défi, je pense que de point de vue gouvernement, secteur public ou même le ministère des Affaires étrangères, je pense qu'il y a un travail qui est très bien qui est fait. Mais le défi, je pense, c'est que les hommes d'affaires, le secteur privé, ne s'enfoncent pas suffisamment dans le territoire africain. Et que les affaires avec ce secteur africain ont besoin pas seulement de financement et d'expertise, mais ils ont besoin de voir avec leurs propres yeux les problèmes pour pouvoir les combattre. Le travail et la coopération avec l'Afrique a besoin d'être présent. Je ne veux pas nommer des compagnies, mais les compagnies qui sont vraiment bien impliquées sur le territoire africain sont des compagnies qui ont déjà
des bureaux représentatifs dans les pays africains. Je ne veux pas nommer des compagnies avec leur nom, mais on sait tous qu'il y a des compagnies qui travaillent depuis des décennies en Afrique. Oui. Et ces compagnies-là n'ont pas pu aboutir à cette confiance africaine qu'en soyant présents sur le territoire des pays africains, pas à gérer les affaires à partir du Caire. C'est ça le grand défi, c'est que le secteur privé doit commencer à travailler un peu plus fort pour visiter, pour voir, pour mettre la main sur les problèmes et les défis de chacun des pays africains et voir avec eux comment est-ce qu'on peut aider. Je veux dire que la devise égyptienne qui a toujours existé, c'est la devise du gagnant-gagnant. Ça, c'est le système le plus important et le plus efficace, et c'est pour ça que les Africains ont confiance en l'Égypte et en les hommes d'affaires de l'Égypte. Parce qu'on n'est pas là pour voler, si je peux bien utiliser ce mot, voler les ressources africaines, mais plutôt de coopérer avec les Africains pour un intérêt mutuel pour l'Égypte et pour les pays africains. Et comment est-ce qu'on peut renforcer les capacités africaines de sorte que les Africains eux-mêmes peuvent vraiment jouir de leurs ressources et bénéficier de leurs propres ressources, que ce soit minières ou autres. Et ici vient le rôle de l'Égypte et pourquoi la confiance dans l'Égypte qui est différente de tous les autres pays qui ne cherchent qu'à prendre les ressources pour le bénéfice du pays qui fait la visite. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur Medhat El Meligui. Je rappelle que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Vous avez parlé des relations égypto-africaines et comment l'Afrique est représentée dans l'agenda de la politique étrangère égyptienne. L'Égypte occupe une position stratégique en Afrique grâce à sa situation géographique, son poids démographique et son histoire politique. Elle joue un rôle actif au sein de l'Union africaine ainsi que dans plusieurs regroupements régionaux, notamment le COMESA et l'initiative du bassin du Nil. À travers ces cadres, l'Égypte contribue à la coopération politique, économique et au développement durable du continent africain. L'Égypte est l'un des membres fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, devenue l'Union africaine, l'UA, en 2002. Elle a toujours soutenu les principes de solidarité africaine, de respect de la souveraineté des États et de règlement pacifique des conflits. L'Égypte a assumé la présidence de l'Union africaine en 2019, période durant laquelle elle a œuvré pour le renforcement de l'intégration économique africaine, la promotion de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, et le développement des infrastructures. Elle participe également activement aux missions de maintien de la paix et aux initiatives de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme en Afrique. Le marché commun de l'Afrique orientale et australe est l'un des plus importants regroupements économiques régionaux en Afrique. L'Égypte en est membre depuis 1998 et considère ce cadre comme essentiel pour renforcer les échanges commerciaux intra-africains. Grâce à son adhésion au COMESA, l'Égypte a contribué à la libéralisation du commerce, à la suppression progressive des barrières douanières et au développement des investissements entre les États membres. Le COMESA offre à l'Égypte un vaste marché pour ses exportations industrielles et agricoles, renforçant ainsi la coopération économique régionale. L'Égypte cherche à renforcer la stabilité politique, l'intégration économique et le développement durable en Afrique, tout en protégeant ses intérêts stratégiques et en contribuant au progrès du continent africain dans son ensemble. Et pour parler du rôle de l'Égypte au sein de l'Union africaine, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubachi. Vous êtes écrivaine et journaliste. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. En quoi la position géographique de l'Égypte renforce-t-elle son rôle stratégique dans le continent?
Bon, tout d'abord, dans le continent, c'est un des plus grands pays du continent. Alors, c'est le rôle pionnier de l'Égypte des années 50, enfin 60 et 70, et qui a malheureusement a été refoulé pendant 30 ans à peu près, ou 40 ans, et c'est le président Al-Sisi qui a repris ce rôle-là très important de l'Égypte dans le continent africain. C'est comment dire, la route vers l'Asie et vers l'Europe par la Méditerranée. C'est-à-dire que l'Égypte est un point géographique très important, en plus de son rôle dans beaucoup d'autres domaines, le rôle de tout le temps construire. C'est-à-dire que l'Égypte instaure tout le temps des projets dans la paix, dans l'entraide entre les pays, pas les agressions et les guerres. Au contraire, l'Égypte propose tout le temps l'entraide entre tous les pays africains, et c'est ce qui fera la force du continent africain. À votre avis, à quel point l'Égypte a aidé et contribué dans les mouvements de libération et d'indépendance dans le continent africain? Ça, c'est historique. Tout le monde le sait, même les pays africains. C'est pour ça que maintenant, quand le président Al-Sisi a tendu la main, tout le monde a couru vers lui. Parce que c'est pas nouveau. C'est pas une attitude nouvelle de l'Égypte. L'Égypte, dans les années 60, comme je vous dis, c'était un pays qui a soutenu tous les mouvements de libération africaine et qui a aidé à l'indépendance de plusieurs pays du continent africain. Et par conséquent, c'est vraiment quelque chose qui est resté dans la mémoire, resté dans l'esprit des pays africains et du peuple africain. Et c'est pour ça, ça explique beaucoup avec quel élan heureux même de reprendre les relations avec l'Égypte et de considérer l'Égypte comme le leader du continent africain dans plusieurs domaines. Oui. Peut-on parler d'une contribution égyptienne concrète au développement durable du continent africain? Bien sûr, c'est ce qui fait maintenant le président. C'est-à-dire, enfin, notre direction maintenant politique est en train de discuter avec les pays africains, chacun selon ses capacités, selon ses moyens, et selon les capacités égyptiennes et les moyens égyptiens, de renforcer les relations et aussi de renforcer l'indépendance de ce pays, le pays africain, et de son progrès aussi. Quel message l'Égypte souhaite-t-elle envoyer à ses partenaires africains aujourd'hui, surtout avec tous les problèmes qui se passent dans le monde, avec les conflits partout, etc. Justement, l'Égypte éveille la conscience africaine totale, c'est-à-dire de tout le continent. Et quand tout le continent, excusez-moi, tout le continent sera conscient de l'importance de la coopération entre tous les pays africains et d'éloigner l'Afrique de tous les conflits et toutes les les aspirations illégales dans sa fortune. Que sa fortune soit exploitée pour ses enfants, pour les enfants africains. Et ça, l'Égypte a toujours fait preuve de leader, on peut dire, de pionnier dans ce domaine. Et tout le monde maintenant est optimiste de ce progrès-là dans l'Union africaine. Je vous remercie beaucoup, Madame Farida Choubès. Je rappelle que vous êtes écrivaine et journaliste, pour ces éclaircissements et explications concernant la présence et l'importance de l'Égypte au sein de l'Union africaine et les relations entre elle et les pays de l'Afrique. C'est la fin de notre émission. Très très bonne soirée. Au revoir.